Et toi, en tant que papa tactique, tu te mettrais où sur cette table? Parce qu'en cas d'attaque terroriste, très souvent, c'est les premiers lieux qui sont visés. À nous deux, on cumule 17 ans de service sur le terrain en gendarmerie. On était moniteur en technique d'intervention et aujourd'hui, on va vous montrer comment on peut garantir la sécurité de sa famille pendant les sorties familiales. On va aborder le plan de cette manière-là. Comment se préparer à la sortie, comment gérer le trajet, comment gérer l'activité, et pour finir, comment ça se passe le retour à la maison. Déjà, la première notion que vous devez avoir, c'est qu'une sortie, eh bien, ça se prépare. Et d'abord, la première phase de préparation, ça va être votre préparation à vous, la préparation mentale. Si vous êtes ici, c'est que vous avez accepté quelque part que quelque chose peut se passer. Donc, comment faire pour à la fois profiter du moment, sans tomber non plus dans l'insouciance, et être, attentif à son environnement, sans pour autant être parano, et être absent finalement des sorties familiales tout en y étant physiquement. Et ben, l'astuce qu'on peut vous donner sur ça, ça va être d'essayer de garder une issue de secours mentale. Et cette issue de secours mentale, c'est de vous poser la question, quelque part dans un coin de votre tête, si quelque chose se passe, si quelque chose tourne mal, dans la configuration dans laquelle je suis là avec ma famille, est-ce qu'on est bien ou est-ce qu'on n'est pas bien? Une fois qu'on a fait ce travail mental, et qu'on est dans un état d'esprit apte à déceler des choses tout en profitant, ben la deuxième phase de préparation, ça va être la préparation concrète de la sortie. Et sur cet aspect-là, on va déjà choisir une première chose, c'est-à-dire on va aller dans un lieu qu'on connaît, un lieu sécurisé où on connaît les points d'entrée et de sortie. Malheureusement, on ne pourra pas toujours aller dans un endroit qu'on connaît. Effectivement, ça serait trop beau de tout mettre partout. Mais dans ce cas-là, face à un endroit qu'on ne connaît pas, on va faire ce qu'on appelle une reco-carto. Vous avez toujours votre téléphone avec vous. Donc vous prenez Google Street View, Google Maps, et vous allez regarder en vue satellite à quoi ça ressemble. Les points de stationnement qui sont aux abords, les axes de communication, les points d'entrée et de sortie du lieu où vous allez vous trouver, de manière à pouvoir réagir face à toutes les situations imprévues et ne jamais être pris de court dans une situation de danger. Là, on part pour notre activité. Oui. Et une chose qu'il va falloir aussi prendre en compte dans la phase de préparation, ça va être de se coordonner, de savoir communiquer en urgence avec sa famille. Comment faire pour que tout le monde se comprenne quand une situation commence un petit peu à devenir complexe? On utilise un mot-clé. Oui, on peut pas le dire du coup. On peut pas le dire ça. Mais effectivement, pour signaler à toute la patrouille que il se passe un truc et qu'il va falloir probablement interpeller quelqu'un, aller au contact, peu importe, mais qu'on va agir, on avait un mot-clé. Et ce mot-clé, il faut le définir. Tu le définis avec ta famille. Et comme ça, tu peux déterminer. Tout le monde sait qu'à ce mot-là, il faut réaliser telle action parce qu'il y a un souci en fait. C'est ça. Et en fait, pourquoi c'est important? On va peut-être pas pouvoir dans la situation décrire exactement qu'on a décelé un danger ou qu'on l'a vu, parce que peut-être que le danger, lui, il va entendre ce qu'on dit. Donc il faut que ce soit compréhensible pour la famille, donc préparé à l'avance. Il faut que ce soit suffisamment clair pour impacter famille. Les gens passent, ta famille passe en change mentalement de statut à ce moment-là. C'est ok, il y a quelque chose qui va pas, il faut que je puisse réagir. Exactement. Vous voyez tous les jours la situation sécuritaire de votre pays se dégrader. Et vous pensez à votre famille, à vos enfants. C'est le moment de prendre les choses en main. Nous avons conçu un programme gratuit sur le droit à la légitime défense. Il est conçu avec un avocat, tourné en 4K, 100% vidéo. Alors suivez le lien en description, soyez proactifs et ne subissez plus l'insécurité. Parce qu'il y a une phase où chacun peut faire sa vie, les enfants, ils jouent à droite à gauche, ils vous écoutent pas forcément, votre épouse pareil, c'est comme ça, c'est la vie, c'est ok. Mais il faut que tout le monde soit capable, quand ils entendent ce mot-clé, cette phrase-clé, cette communication clé, qui peut être même d'ailleurs non-verbale, finalement. Oui, tout à fait. Qu'ils puissent se dire, ok, là on a changé de mode, j'arrête mes conneries et je fais exactement ce qu'on me dit. Parce que c'est plus important que, juste penser à me brosser les dents le soir. Il faut pas utiliser n'importe quel mot, parce qu'effectivement, tu l'as dit très bien, si le danger est à côté de toi, s'il comprend que tu as décelé la menace qu'il peut représenter sur toi, ça peut le pousser à passer à l'action. Exactement. Donc il faut quelque chose qui, faut pas dire agression en cours. Ouais, voilà, ouais.
Mais après, effectivement, dans le non-verbal, c'est aussi pour ça que c'est super important. Et d'ailleurs, le mieux, le top, c'est de définir une phrase clé, un mot clé et un geste clé, puisque peut-être qu'on pourra sortir que un des trois. Oui, tout à fait. Donc voilà. Et la conséquence de ce mot clé, c'est vous faites exactement ce que je vous dis. Si je me lève et que je me casse, vous vous levez, vous vous cassez, et vous me laissez m'interposer entre vous et ce qui pourrait se produire à côté. Et si on doit laisser l'assiette avec le plat encore dedans et se casser, bah on le fait. Voilà. C'est plus le moment de discuter. Une fois que ça c'est bien calé, il y a aussi l'aspect un petit peu matériel. Oui, on se prépare matériellement aussi. Alors, avant de commencer à aborder ça, on va prévenir tout le monde. On va faire des contenus EDC spécifiques parce que c'est une dimension encore supplémentaire. Ça peut prendre beaucoup de temps d'expliquer tout ce dont on a besoin, que ce soit sur nous ou dans le véhicule. Et pourquoi on en a besoin. Et pourquoi. Puisqu'il y a l'EDC qu'on a sur soi, il y a l'EDC qu'on laisse dans son véhicule. Ah, notre F-150 il est bon. Ouais. Et chaque produit, chaque outil a son utilité, son intérêt, donc qu'il faut présenter. Et même aussi peut-être démystifier certains trucs, parce que je pense qu'il y en a, ils se suréquipent peut-être aussi. Oui, peut-être trop. Mais au niveau du matériel... Là, on va plus être sur quoi? Sur des choses simples. Le téléphone. Déjà, le téléphone, on l'a toujours avec nous. Aujourd'hui, plus personne sort sans un téléphone, à part si vos enfants sont très jeunes. Mais déjà, le téléphone, pour qu'il puisse servir, il faut de la batterie. Oui. Donc, on part avec un téléphone chargé. Et tout le monde. Et tout le monde. Et donc, on prévient ses enfants qu'ils aient ce réflexe-là, cette habitude-là, s'ils ont 15-16 ans, de dire, bon, bah, tu arrêtes de jouer à tes jeux vidéo toute la journée sur ton téléphone, tu le recharges avant de partir. Et pareil, encore faut-il savoir s'en servir de façon correcte. Putain, un RAM, j'adore. Ouais. C'est quoi ce pays? Je vais déménager ici. Que des grosses voitures ici. C'est pareil, encore faut-il savoir s'en servir. C'est important que tout le monde sache passer un appel au secours. Oui. Et ça, c'est souvent un peu le parent pauvre dans les prépas tactiques, je sais pas quoi, mais faire comprendre à un opérateur des secours une situation alors que lui il est aveugle, bah, en donnant tous les éléments importants pour qu'il puisse envoyer déjà les bons moyens adaptés et dans le temps imparti, parce que c'est souvent sous-estimé parce qu'effectivement, comme tu dis, si on n'arrive pas à exposer la situation réellement, on va se retrouver avec des moyens qui vont être déployés qui seront pas forcément à l'échelle de ce dont on a besoin. C'est ça. Ou pareil, regarde, nous quand on était en patrouille, ben cambriolage en cours, on envoie tout ce qu'on peut, on envoie le bois pour être là le plus rapidement possible. Cambriolage effectué, qui a constaté, qui a constaté, on n'y allait même pas déjà parce que c'était pas notre boulot, nous, donc c'était la brigade qui allait. Mais surtout, ils prenaient leur temps, quoi, parce que un truc à constater, c'est ça, un truc à constater, c'est pas très urgent. Peut-être qu'en parallèle, il y a des interventions qui le sont plus. Si jamais vous faites mal comprendre et que l'opérateur pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais c'est bon, c'est stabilisé, vous allez peut-être attendre beaucoup plus que ce qui était prévu. Et ça peut devenir tout de suite très très long. C'est ça. On va aborder un point important. On va commencer à parler du matos. Et le premier matos, forcément, c'est la voiture. Et là, je vais vous montrer un truc important, d'où ma petite caméra. Là, je vous indique effectivement une jauge à essence tout en haut. Ok, j'ai un réservoir plein. Vous devez systématiquement faire en sorte de partir avec un réservoir minimum à la moitié. Pourquoi? On n'est jamais tout à fait sûr de l'itinéraire en réalité qu'on va devoir prendre. On a planifié un itinéraire qui nous va bien, on sait à peu près ce qu'il y a dessus. Maintenant, demain, il y a un accident, tout est bloqué, il faut contourner de l'autre côté de la montagne, et je suis savoyard, je sais ce que c'est, vous allez cramer beaucoup plus d'essence que ce qui est prévu. Vous devez vous détourner d'un itinéraire ou faire un variantement parce que vous êtes suivi ou parce qu'il se passe quoi que ce soit. Vous faites un détour de sécurité, vous allez cramer plus d'essence que prévu. Et enfin, par exemple, amener quelqu'un à l'hôpital parce que il s'est passé quelque chose en vitesse. C'est pareil, si vous êtes en réserve, ça va pas aller non plus. Ensuite, le véhicule en lui-même, j'ai la pression des pneus qui est correcte, j'ai les révisions à jour, je sais qu'il peut rouler un certain nombre de bornes sans avoir de problème, et je sais aussi que j'ai de quoi, par exemple, changer une roue. Et on va passer dans le coffre pour commencer à aborder la partie matos. Et au niveau du matos qu'on va prendre dans la voiture, on n'oublie pas de prendre quelques éléments essentiels. Une première chose, parce qu'on n'est jamais trop près, une IFAC, donc une trousse de premier secours. On vous détaillera le contenu dans une autre vidéo. D'autres petits éléments, on n'est jamais à l'abri d'avoir une crevaison. Donc il faut un peu de matériel pour réparer une roue, réparer une crevaison, mettre une galette ou une autre roue de secours. Également, tout ce qui va être de la lumière, parce que si jamais ça arrive de nuit, et si on est aveugle, on peut rien faire. Et des petits accessoires, un peu d'eau, une gourde avec de la flotte, c'est toujours intéressant pour pas se déshydrater si on est ne serait-ce que coincé dans un bouchon qui peut durer suite à un accident. Un couteau, parce qu'il faut toujours un coupant avec soi
pour couper divers objets, diverses choses. Et enfin, une fois que vous avez prévu tout ça, n'oubliez jamais de partir avec votre portefeuille, un peu de liquide, parce que si jamais il y a une coupure d'électricité, il n'y aura plus que le liquide qui marche, avec vos papiers d'identité et les papiers du véhicule. N'oubliez pas qu'avec ne serait-ce que 20 balles, vous pouvez débloquer déjà une grosse partie des situations. Donc toujours un peu de liquide, c'est toujours intéressant. Quelques bons réflexes quand on est sur la route. Déjà, le premier, c'est que quand on va sortir de chez soi et monter dans sa voiture, peut-être quand même vérifier les alentours, vite fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'air d'observer la voiture ou la maison? Il peut attendre que vous êtes en train de partir pour s'infiltrer chez vous. Ouais, ou pour vous suivre. Bon. On va vous donner quelques trucs pour déceler une filature et savoir si vous êtes suivi ou pas. Parce que des fois, on peut avoir cette impression. Oui. Et une voiture, on remarque que ça fait un moment qu'elle nous suit quand même. Donc il y a des techniques pour s'assurer qu'elle vous suit vraiment ou que c'est vous ou que juste c'est un hasard. La contre-filature. Voilà, exactement. Bon, alors déjà, il faut savoir qu'une filature, d'un point de vue pro, ça se fait minimum à 3 véhicules, qu'ils se relaient, qu'ils anticipent là où vous allez aller, etc., etc. Là, on parle vraiment du gars juste qui vous suit parce qu'il est bizarre. Et qu'il y a un véhicule qui reste derrière vous pendant un moment, bah, vous allez adopter une conduite incohérente. Alors, incohérente, ça veut pas dire dangereuse. Hein. Incohérente, ça veut dire, bah, je vais mettre mon clignot à droite et je vais tourner à gauche, à l'intersection. Voilà, par exemple, faire des choses que on ne fait pas en temps normal, en fait. Voilà. Faire plusieurs tours de rond-point. Voilà. Ou un mini-circuit qui me ramène au même point. Oui. Mais évidemment, dans tous les cas, je rentre pas chez moi. Je vais pas là où j'avais prévu d'aller. Et si je remarque que la personne, elle a elle aussi du coup une conduite incohérente, bah, c'est que je sais que je suis suivi. Dans ces cas-là, bah, je fais le 17. Et puis, Et je me rends vers la gendarmerie la plus proche. Commissariat, gendarmerie. Je vais à ce qui est plus proche et je me dirige vers eux en les appelant. Ensuite, quelques bons réflexes pour pas se faire coincer bêtement. Bah, ça va être quand on arrive à une intersection, de pas coller la voiture qui est devant nous. Ça, c'est quand même un basique. Ouais, ça va être un basique quand même. Ouais. Moi, je sais que j'aime bien voir les roues de la voiture qui est devant moi. Si je vois les roues arrière, pourquoi? Bah, parce que systématiquement, quelle que soit la voiture que je conduis, normalement, si je vois les roues arrière de la voiture devant, ça veut dire que si je braque à gauche et que je me tire, j'ai la place pour me barrer. C'est quoi ton intérêt à garder cette distance justement avec le véhicule? Bah, si il se passe quelque chose devant et que la personne elle est bloquée, je peux partir et taper un demi-tour. Ouais. Si jamais on essaye de me bloquer par l'arrière, moi je peux partir par l'avant. Ça me laisse une marge de sécurité en fait. Je vais donner un autre argument aussi qui est plus parlant pour tout le monde. Vous vous arrêtez à un feu rouge, il y a quelqu'un qui vient vous percuter par l'arrière. Ah oui, bah oui. Bah ça vous, parce qu'on veut que ce soit involontaire, soit parce qu'on vous veut du tort, bah ça vous évite d'être enfoncé dans la voiture de devant et du coup d'être coincé également. Alors cet effet domino. Ouais, clairement, ouais. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un taré sur la route qui commence à débarquer, à faire des appels de phare, des doigts d'honneur, des trucs comme ça? Bon, reste calme, on rentre pas dans son jeu. Ouais. Et road rage, vous en avez tous vu et vous pouvez tous en voir sur internet. Il y a 1 milliard de vidéos où les gens s'énervent et on sait jamais qui on a dans le véhicule en face. Ouais. On sait jamais combien ils sont, à quel point ils sont fous ou pas, qu'est-ce qu'ils ont comme équipement avec eux. Ouais. Et à quel point est-ce qu'ils sont prêts, enfin jusqu'où est-ce qu'ils sont prêts à aller pour vous causer du tort. Il y a nombre de fois qu'il y a des gens qui se font klaxonner, ils se finissent avec la gorge tranchée. Ouais, là vous êtes avec votre famille, ça sert à rien de vouloir faire le justicier. Déjà, vous n'allez pas changer les comportements des gens en leur faisant des appels de phare ou en les klaxonnant, c'est pas vrai, ça va rester des cons, c'est comme ça, tant pis pour eux. Et en plus, vous vous exposez, comme vous l'a dit Guillaume, pour les raisons qu'il a données. Donc pas d'ego mal placé. Ouais. Là, on est avec sa famille, en fait, même de façon générale, on l'abordera plus tard dans l'activité, mais ne cherchez pas à gagner face à quelqu'un qui est soit juste une gêne, soit carrément une menace. Il n'y a rien à gagner. Le but, c'est pas de gagner, de le battre ou de je sais pas quoi. Le but, c'est que vous rentriez avec votre famille et que personne n'a rien, en fait. Et le reste, on s'en fout. Les histoires d'ego, c'est pas pertinent, en fait. Le parking, c'est quelque chose qu'on a reconnu normalement avec la carte au téléphone et on sait à peu près où on va se garer si on peut. Idéalement, on va choisir un emplacement pas très loin de la sortie et dans la manœuvre, on va toujours se garer en marche arrière. Pourquoi? De manière à pouvoir fuir plus rapidement. Avec la voiture, on n'est pas à faire de manœuvre avant de sortir. On peut partir des deux côtés en plus. Et également, dernier point d'attention, avant de descendre, on pense à regarder autour. Voilà, avant de faire descendre sa famille, on prend le temps de regarder autour. Et du coup, maintenant, on a checké, on peut sortir. On arrive sur le lieu de notre activité. Première étape, ça va être de repérer les issues de secours et les fuyantes en général. Aussi, pourquoi pas, pas pourquoi pas, aussi
bien se concentrer sur les gens et faire Vérifier, attention à leur comportement. tout ce qui peut avoir un comportement suspect, ce que vous sentez par instinct qu'il y a quelque chose qui va pas. Ou qui sort du cadre de là où on est. Tu sens que la personne n'a rien à faire ici, de la manière à laquelle elle se comporte, et ainsi de suite. Et ensuite, là, on est pas mal pour vous montrer un truc. On évite de stationner longtemps dans des endroits confinés, Oui. notamment dans les entrées. Parce que en cas d'attaque terroriste, très souvent, c'est les premiers lieux qui sont visés. Donc on va chercher plutôt un point avec un moyen de s'extraire, un moyen d'évacuer. Là, c'est un goulot d'étranglement. S'il y avait quelqu'un qui voulait rentrer et causer du tort aux personnes qui sont ici en terrasse, sur le restaurant, il y a un goulot d'étranglement, donc on va essayer d'éviter ce passage-là. Parce que évidemment, c'est un PPO, C'est ça. c'est un point de passage obligé, et du coup, et une zone à risque. C'est On ça. va essayer de trouver d'autres sorties. C'est ça qui est délicat. C'est que je suis obligé de passer par ce point-là si je veux m'enfuir. Alors qu'il y a d'autres endroits, alors qu'il y a d'autres endroits qui me permettent de partir par plusieurs directions. Voilà. Et petit conseil qui marche parfois, là on est dans un resto, il se peut qu'il y ait de l'attente, même n'importe quel type d'ailleurs de lieu d'activité, Oui, il y a parfois des queues. Ce qui peut être intéressant pour pas exposer sa famille, c'est de soi-même faire la queue et de laisser sa famille dans un endroit beaucoup moins exposé, près de la voiture. Et on n'oublie surtout pas dans ce cas-là de leur laisser les clés de la voiture, qu'ils puissent se mettre en sécurité dans la voiture si jamais il y a quelqu'un qui vient à leur rencontre. Ou partir. Hein. Ou partir, même fuir les lieux si jamais il y a besoin. Ouais. Dans ce restaurant, il y a une table qui a attiré notre attention tactiquement, c'est celle-là. Alors déjà, pourquoi ? Cette table-là, ce qui est d'intéressant, c'est que déjà, elle n'est pas proche du point d'entrée, comme on le disait tout à l'heure. Et en plus, vous avez un visuel depuis ici sur votre véhicule, donc qui est votre premier moyen de fuite, mais également de vérifier que vous ne vous faites pas braquer, c'est déjà une bonne chose. L'autre intérêt de cette table-là, ça va être que vous êtes proche de votre fuyante. On disait, avoir une autre fuyante que le point d'entrée, c'est toujours intéressant. Voilà, là d'ici vous pouvez partir dans le resto, vous pouvez regagner votre voiture et vous avez cette direction-là qui est super intéressante, notamment avec ce mur. Hop, voilà, pour vous présenter ça, c'est quoi l'intérêt ? Tout simplement, on peut tout à fait envisager, nous, les papas tactiques, de s'interposer si quelque chose vient qu'on aura pu anticiper parce qu'on est bien placé pour le voir, tout en laissant le temps à sa famille de passer de l'autre côté du mur en sécurité, soit pour y rester, soit pour contourner, fuir. Récupérer la voiture, enfin toutes les options qui vous permettre de vous sortir d'une situation de danger. C'est ça. Donc toi, en tant que papa tactique, tu te mettrais où sur cette table ? Moi, je suis papa tactique, je dirais précisément cette place-là. Cette place-là parce qu'elle me permet de voir un maximum tous les angles intéressants, mais surtout, je suis côté menace et j'ai ma famille qui est côté protection. Donc si jamais quelque chose doit se passer, j'ai juste à me lever et ma famille, elle a juste à passer de l'autre côté du mur. On est déjà bien positionné. Et c'est ça que je voulais dire quand je parlais de cette petite question qui doit vous trotter dans la tête. Ok, il se passe un truc, est-ce qu'on est bien ? Même pendant l'activité, on ne se relâche pas. En effet, on reste sur le qui-vive. On va regarder les allées et venues sur le lieu de notre activité. On va pas hésiter à prendre 1 à 3 secondes pour surveiller les gens, analyser un peu les comportements autour de vous, voir s'il y a quelqu'un de suspect ou qui sort de la normale de par son comportement. Ensuite, pensez à observer les observateurs. Et oui, toutes les personnes qui vous observent, vous, votre famille ou même quelqu'un d'autre, car souvent, un acte criminel commence par une phase d'observation. Ou une phase de diversion aussi. Si quelqu'un vient vous accoster pour commencer à vous proposer quelque chose, à vous parler ou autre, méfiez-vous, ça peut faire partie d'une manœuvre globale pour commettre un vol, une agression ou vous distraire. Et de la même manière, faites attention aux distractions volontaires. C'est dommage d'avoir la tête dans son téléphone parce que déjà vous profitez pas forcément du moment, mais ça vous regarde, mais surtout quelqu'un qui a de mauvaises intentions à votre égard, c'est exactement le genre de moment qu'il attend et qu'il va chercher à saisir pour pouvoir agir contre vous de la façon la plus facile pour lui. Vous devez aussi garder en tête qu'une des options possibles, c'est tout simplement de changer de lieu, changer d'activité. Si vous voyez qu'il y a des personnes vraiment trop louches, que l'ambiance finalement est un petit peu bizarre, ou que vous décelez des notes d'agressivité dans l'atmosphère, ne cherchez pas à persévérer à tout prix, ne cherchez pas à devenir le héros ou à gagner à tout prix face à quelqu'un parce que vous seriez plus dans votre droit que lui ou que c'est un perturbateur, on s'en fout. Le but, c'est de ramener tout le monde à la maison sain et sauf. Une réussite mission, c'est pas d'avoir vaincu une confrontation en s'en sortant à peine blessé. Non, la réussite mission, c'est de ramener tout le monde à la maison, sans aucun souci et sans aucune blessure. C'est ça la réussite mission. Activité terminée, par contre, c'est pas au moment qu'on se relâche. C'est pas parce que l'activité est finie qu'on rentre à la maison que tout est fini. La mission est finie quand on est à la maison. Donc qu'est-ce qu'on fait déjà avant de monter dans la voiture, Nico ? Comme on l'a dit sur le parking déjà, on vérifie les alentours, on monte dans la voiture et le premier truc à faire, ça va être de régler correctement ses rétros. On parlait des filatures juste avant. On peut pas déceler une filature si on voit pas correctement à 360 degrés autour de soi.
Tout à fait. Donc prendre ce petit temps pour être sûr que tout soit bien réglé et qu'il n'y ait pas un autre conducteur qui ait défait les réglages avant, bah, c'est super important. Il y a des petits trucs stratégiques, on ne se rend pas compte, mais ça compte. Pareil, on fait attention aux filatures, on n'hésite pas à faire un détour de sécurité si on a un doute pour pas amener quelqu'un chez soi finalement. Et arriver chez soi, bah, petit réflexe qui peut être intéressant, notamment s'il fait nuit, en réalité, s'il fait nuit, ça va être, si on le peut, de faire allumer les projecteurs de la maison à l'extérieur au moment où on arrive. Ouais, tout à fait. Ça permet comme ça de voir déjà tout ce qui pourrait se présenter déjà devant la maison avant notre arrivée, voir si quelqu'un nous y attend, s'il y a quelque chose d'anormal, si on voit qu'il y a des choses qui ont été déplacées. Ça permet de déceler déjà en amont s'il y a eu une intrusion à la maison aussi, de pouvoir nos ouvrants, du moins ceux qui sont côté en façade alpha, donc côté rue. Ouais. Et également, ça fait que lorsqu'on va débarquer et qu'on va sortir des véhicules, on est sûr de voir autour de nous que quelqu'un n'essaye pas de venir courir sur nous, se déplacer sur le véhicule. Et donc, ça nous laisse cette capacité de réaction. Il y a Dome Jacking qui commence à l'extérieur en fait. Ah oui. Ils vous prennent, ils vous forcent à ouvrir et puis. Oui, tout à fait. Faut pas oublier que lorsque vous êtes en train de débarquer de véhicule devant la maison, c'est un gros point de vulnérabilité parce que vous êtes en zone exposée. Dans la voiture, quand il y a un mouvement, vous êtes protégé. Quand dans votre maison, quand vous êtes enfermé dedans, vous êtes protégé. Mais dans la phase de transition, en fait, vous êtes exposé parce que vous êtes en déplacement très lent, vous êtes à pied et vous n'avez pas d'éléments extérieurs qui vous protègent. C'est les moments les plus où il faut avoir le plus d'attention finalement. Pour le retour à domicile, évidemment, n'oubliez pas, une fois que vous avez vérifié que la maison était telle que vous l'avez laissée, que vous êtes rentré, que tout le monde est rentré, de ne pas oublier tout simplement de verrouiller. On referme la porte derrière soi. Voilà, et ensuite d'appliquer les procédures que vous connaissez dans le cadre de la défense de domicile qu'on vous enseigne. Exactement. Vous avez pu voir comment une simple sortie en famille peut être gérée comme un vrai professionnel de la sécurité. Tout ça sans paranoïa, mais avec responsabilité. Alors s'il y a des points qu'on a abordés aujourd'hui et que vous voudrez qu'on détaille un peu plus, posez-nous toutes vos questions en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre et on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Finex. Allez. Pas donner à tout le monde de parler comme ça devant les C'est pas caméras évident, ouais. et d'être beau quand même. Ouais, ça c'est naturel. Ouais. Ça on l'a développé naturellement. C'est nos mamans. C'est nos mamans Qui nous ont fait beau.